Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce webinaire autour de la gouvernance de l'information. Hem, Effectivement, dans un premier lieu, on va travailler avec, on va, travailler avec Noureddine sur ce sujet-là aujourd'hui et je vais me présenter rapidement parce que, j'ai vu un petit peu, la liste des participants et je connais un certain nombre de personnes. Alors des personnes, ça fait quelque temps que j'ai pas vu, ça me fait plaisir de les voir aujourd'hui ici. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, je me présente. Moi, je suis, Thibaut Riba. Je fais donc partie, de la société XDMat, et je suis donc consultant dématérialisation et archivage électronique pour cette société. Plus spécifiquement, je m'occupe de tout ce qui est zone sud en France. Je suis aussi directeur, de l'agence sud. Alors je vais pas paraphraser ce que vous voyez écrit ici, effectivement, mais ça fait aujourd'hui une petite dizaine d'années que je travaille sur les sujets de démat, et d'archivage électronique avec, je dirais, peut-être une partie un peu plus précise sur la gestion de la preuve numérique. C'est vraiment un sujet sur lequel je travaille pas mal. Et justement, aujourd'hui, on va parler de gouvernance de l'information et dans un premier temps, je vais laisser Noureddine se présenter, mais on va un peu voir ce qu'il en ressort, à la fois au niveau un petit peu théorique, grosso modo, ben, qu'est-ce que c'est que la gouvernance de l'information, mais aussi d'un point de vue un petit peu méthodologique, c'est-à-dire on entend beaucoup ce terme-là, la gouvernance de l'information, la gouvernance des données. Au final, ben, d'où ça vient et quelles sont les méthodes pour mettre en place une bonne gouvernance de l'information, gouvernance des documents et gouvernance des données. Je laisserai ensuite la main à Noureddine, hein, qui parlera un petit peu de cette applicabilité des méthodes qu'on va présenter, notamment avec une approche outillée, puisque c'est le titre aussi de ce webinaire, au travers des outils d'Ever. Je te laisse peut-être juste la main, Noureddine, pour te présenter, puisqu'il y a ta photo Bien qui sûr, apparaît. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous m'entendez bien? Est-ce que Parfait, vous Noureddine. Parfait, OK, parfait. très bien, Tout super. ce qui me concerne. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nordi Lamreri. Chez Everteam, je suis en charge, de toute la partie, product marketing et expertise, au sein de notre société. Donc Everteam, je pense que c'est une société qui est relativement connue dans le domaine, de la gestion de l'information et de l'archivage de manière générale. Notre métier va beaucoup être centré, mais j'y reviendrai un petit peu après, autour de la gestion de l'information, de l'archivage, des technologies, des outils qui permettent de répondre à des problématiques, notamment de gouvernance de l'information. C'est un webinaire qu'on a jugé pertinent et intéressant de faire avec XDMA pour essayer de présenter finalement euh, un cheminement cohérent euh, d'une société qui désirerait avancer sur le sujet d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure maîtrise de son capital informationnel. Parce que vous le comprendrez au fur et à mesure de cette présentation, mieux gouverner son information, finalement, ça n'est pas uniquement de la technologie, ce n'est pas uniquement de la méthodologie, mais c'est vraiment une combinaison des deux. C'est à la Mhm, fois remettre à plat et se reposer des questions sur la manière de gérer l'information telle qu'elle était faite traditionnellement ces 15 dernières années, et essayer d'infléchir tout ça en essayant de mettre en œuvre des technologies nouvelles, des produits innovants qui ont accompagné ces changements pour permettre aux entreprises de demain de pouvoir gérer l'information d'une nouvelle manière. Donc on va essayer de vous exposer ça avec Thibaut sur ce webinaire. merci, Noureddine. Effectivement, donc on avait intitulé ce webinaire Gouverner l'information, une méthode orientée processus métier et puis une approche outillée, vous l'avez vu, qui va arriver dans un second temps. Et justement, c'est moi qui vais prendre la main sur, on va dire, les 20 premières minutes autour de ce sujet-là, en mettant en avant les aspects à la fois théoriques, parce qu'il faut quand même savoir d'où vient et pourquoi en fait on parle aujourd'hui de gouvernance de l'information, mais aussi les logiques méthodologiques, c'est-à-dire ben, aujourd'hui on voit un certain désordre organisationnel au sujet de la donnée et du document, comment on fait finalement pour y répondre. Alors, dans un premier temps, très rapidement, juste, et vraiment, je prends 2 minutes pour XDMAT pour que vous compreniez bien pourquoi on présente ça aujourd'hui. XDMAT, c'est une société donc, qui est spécialisée dans le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assistance aux maîtrises d'œuvre autour des projets de démat, avec des compétences autour du records management, un sujet et un terme que vous entendrez plusieurs fois de ma bouche aujourd'hui. Une société qui est régionalisée, puisqu'on a des consultants à Marseille, Toulouse, Paris, Lyon et Nantes, ce qui nous donne quand même une capacité d'intervention un petit peu partout en France. On est aujourd'hui une trentaine
Et si je dis ça, cette logique régionalisée, records management, informatique, juridique, pareil, hein, je ne vais pas paraphraser ce qui est écrit ici, mais c'est parce que c'est un sujet important pour nous quand on parle de dématérialisation, quand on parle de gouvernance de l'information, quand on parle de gestion de la des documents et de la donnée. Il y a toujours 2 aspects. L'aspect efficience, et on va le voir là, et on le voit d'ailleurs sur la partie gouvernance de l'information, ben, on gouverne l'information pourquoi? Ben, pour amener une meilleure traçabilité, pour améliorer, pour avoir une meilleure qualité des données et des documents qu'on gère, pour savoir où est-ce que je vais trouver l'information juste, pérenne, intègre, utilisable dans le temps et qui ait une certaine qualité, soit juridique, soit informationnelle. Donc tout cet aspect efficience, effectivement, c'est un point important de tout notre travail quand on mène ces projets. Mais il y a un deuxième levier aussi qu'on active, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est le levier de la conformité. C'est-à-dire que cette gouvernance de l'information, elle ne peut se déployer et se comprendre qu'au regard d'une certaine, je dirais, conformité à la réglementation, à la législation, au droit finalement, qui soit français dans un certain nombre de cas, européen, voire même niveau monde dans un certain nombre de cas aussi. Voilà, c'est vrai que quand on arrive sur de la gouvernance de l'information et qu'on va devoir aller travailler sur des documents pour lesquels on doit avoir de la signature électronique, bien entendu, il faut se poser la question, est-ce que je suis dans un contexte franco-français, auquel cas je vais utiliser par exemple du RGS, peut-être que des personnes autour de l'écran, du clavier connaissent ça, ou alors je vais monter à un niveau européen, plutôt travailler autour de l'EIDAS et des niveaux de signature de l'EIDAS, voilà, dans un niveau européen. Donc cette partie conformité, ça fait vraiment partie de l'ADN d'XDMAT. On partage aussi ce goût pour la conformité avec Noureddin. Donc c'est vrai que cette double présentation, elle est intéressante de ce point de vue-là. Et sur la partie gouvernance de l'information, c'est important de le comprendre sur cette partie conformité également. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et ce, pas n'importe comment, effectivement, c'est sur tous les cycles projets. Effectivement, du cadrage sur la mise en œuvre et sur l'accompagnement. Ça, c'est les prestations d'XDMAT qu'on est capable de donner globalement. Mais effectivement, plus spécifiquement sur la gouvernance de l'information, ce slide, il est d'autant plus réel puisque on va avoir des informations et des moments de qualification de la donnée, de définition de stratégie pour gérer ces données, gouverner ces données, une mise en œuvre de tout ça. La mise en œuvre peut d'ailleurs passer par l'intégration des outils que va nous présenter tout à l'heure Noureddin et des outils Ever, par autre chose également. Et également, il ne faut pas non plus le laisser de côté, c'est que la gouvernance de l'information, c'est un sujet qui est transversal. Quand je dis transversal, c'est que il faut l'entendre et le comprendre à l'aune des projets dans lesquels on a de la gestion de la donnée ou de la gestion documentaire et non pas le prendre comme étant quelque chose ex nihilo, finalement, de quelque chose qui est complètement décorrélé du reste de vos projets et finalement qui est un projet en tant que tel. J'enchaîne par rapport à ça et c'est vrai quand je vous dis que c'est un projet pas en tant que tel, la gouvernance de l'information. C'est quelque chose qui est transversal et qui va s'intégrer à l'aune de vos différents projets informatiques, organisationnels, fonctionnels. Une petite slide pour vous expliquer pourquoi en fait aujourd'hui on parle de gouvernance de la donnée, de gouvernance de l'information, de gouvernance des documents. Vous verrez des mots qui ne sont pas vraiment des synonymes, mais pour lesquels la réalité est aussi derrière. Vous voyez à gauche notamment au niveau mondial une augmentation de la donnée avec, vous voyez, une logique exponentielle d'augmentation de la donnée avec, et je pars plutôt de 2010, 2 états octets de documents, enfin de données plutôt, et pour arriver à 163, pardon, j'en perds mon latin, sur la production effectivement de l'information d'ici 2025. Je rappelle quand même que, si je dis pas de bêtises, Nourdine, arrête-moi, 1 zeta, c'est 1 milliard de téra. Ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup de données. Et c'est vrai que quand on se posait la question dans les années 90, au début des années 2000, de cette gouvernance de l'information, on ne se la posait pas de la même manière qu'aujourd'hui, où justement cette information, elle a une augmentation exponentielle. Forcément, plus on a de bruit, plus on a de données, plus il va être compliqué de gérer cette information correctement. Et donc c'est pour ça, et c'est comme ça finalement que sont nées les différentes logiques autour de la gouvernance de l'information, et qui ont prolongé finalement toutes les théories de gestion documentaire, de gestion de la donnée, mais qui étaient orientées plutôt petit volume, ou du moins qui n'avaient pas eu la volonté dès le départ de gérer cette augmentation de volume. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu changé finalement de terminologie autour de l'augmentation et du traitement pardon, de ces données brutes ou de ces documents.
Donc ça, c'est le premier élément qui nous a dit, bah, il faut justement qu'on essaye de gouverner cette information. Deuxième élément qui nous a amené à ça, c'est bah, finalement cette augmentation de la donnée ne s'est pas accompagnée d'une transversalité dans l'information, mais elle s'est plutôt accompagnée d'un silotage de l'information, service par service, outil par outil, ensemble de périmètres documentaires et de données par ensemble de périmètres et documentaires et de données. Et c'est un petit peu le petit picto que vous voyez sur la droite. Effectivement, chaque direction métier va avoir besoin d'une information à un instant T, va avoir en général son information, son application qui va être gérée et dans lequel on va pouvoir retrouver ces éléments d'information, mais pour lesquels une certaine transversalité pourrait tout à fait être amenée. Vous voyez par exemple, je prends l'élément du milieu avec l'ERP, effectivement ces outils qui sont quand même des outils tentaculaires, on peut gérer des stocks, on peut gérer des référentiels, on peut gérer des données financières, etc. Effectivement, ces ERP-là ont été construits dans un premier temps de manière cloisonnée, pourtant devant faire appel à des référentiels externes, à des données externes, à des documents externes. Et justement, c'est le deuxième constat, c'est qu'en plus de l'augmentation de la donnée, le silotage de l'information à l'intérieur d'applications métiers, ou du moins dans des périmètres qui sont, je dirais, restreints, a fait en sorte qu'on s'est posé la question, comment fait-on pour gouverner notre information? Alors, on a donné déjà des premiers éléments finalement de réponse, hein, et des éléments de premier niveau méthodologique. Faire des référentiels, bien entendu, un truc tout bête, hein. Si aujourd'hui je travaille sur la comptabilité et que je n'ai pas de référentiel de mes fournisseurs, ou du moins de référentiel de mes fournisseurs partagés, c'est un petit peu compliqué. Donc cette gouvernance, elle est déjà, elle commence, elle arrive. La sécurisation et la préservation, on voit de plus en plus de structures qui se dotent de coffres-forts numériques, de systèmes d'archivage électronique et qui mettent en place des logiques de cycle de vie. On voit de plus en plus effectivement de recherche unifiée qui arrivent dans ces structures, qu'elles soient publiques ou privées. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites et justement on se base par rapport à ça pour construire une méthodologie un petit peu plus générale. Alors quand je dis il y a déjà des choses qui sont faites, effectivement c'est des choses qui sont vouées à l'amélioration, mais on ne part pas de rien. J'insiste en termes de méthodologie sur cette gouvernance de l'information et je le mets là, la clé, et ça, c'est plutôt finalement la finalité, c'est bien la qualification de cette donnée, la qualification de cette information, la qualification de ce document à l'intérieur des process métiers qui sont ceux de votre structure. J'insiste parce que cette qualité, on peut l'entendre dans plusieurs sens. Ça peut être la qualité informationnelle intrinsèque. Je travaille pour par exemple, des structures dans lesquelles on est sur de la concaténation de référentiels et on se rend compte que pour un même sujet, selon à qui on parle, selon dans quel référentiel on va, selon dans quelle application on va, ben on a des informations différentes. Donc, ça peut être la qualité de la donnée au sens informationnel du terme, ça peut être aussi sa qualité en termes de valeur probatoire, très important. On peut avoir des documents qui, à certains moments de leur vie, n'ont pas de valeur, mais prennent une valeur après une action, signature électronique par exemple, mais pas que. Et effectivement, cette qualité, cette qualification de la donnée, c'est un des enjeux clés pour cette gouvernance de l'information. Et justement, si on n'arrive pas à faire cette qualification de la donnée, eh bien, on se heurte à un certain nombre de risques. La perte d'informations engageantes, la destruction incidentelle de documents, etc., etc. Donc, effectivement, au risque de ça, comment on y a répondu en fait jusqu'à aujourd'hui? C'est pour ça, notamment, qu'on a augmenté de manière exponentielle nos documents. C'est que finalement, ben, on garde un peu tout au cas où. Donc, on sauvegarde un peu tout intégralement, on prend tous les gisements de données un petit peu à droite à gauche, on ne fait pas de différenciation entre ce qui relève de version finale, définitive de documents, de doublons, d'informations éliminables. On accumule en fait de la donnée sans se poser la question finalement de la qualité de cette donnée-là et de son utilisation finale. Alors, et en plus de ça, ben, quelle est la conséquence? Bien sûr, c'est un amas de données, un amas de documents et finalement des difficultés d'exploitation de cette information. La gouvernance de l'information, c'est à la fois savoir la qualité de nos données, mais aussi arriver à les exploiter correctement. On verra tout à l'heure avec les outils d'Ever, il y a des techniques et des outils qui nous permettent de le faire. Mais en tout cas, dès lors qu'on n'a pas mis en place cette qualité de la donnée, cette logique de gouvernance, même quand on a trouvé l'information, eh bien, on ne sait pas finalement si elle est en bonne version, si cette information est authentique, si elle est intègre, si elle est bien classée, si elle est pérenne, etc. Donc, même dans le cas où d'une organisation non gouvernée en termes d'information, on trouve notre information, on a toujours cette crainte, cet impondérable finalement de se dire, est-ce que c'est l'information que je cherche dans
finalement le contexte de ce que je cherche. Alors justement, le constat, je répète, augmentation de la donnée, silotage, je ne sais pas si c'est vraiment le terme vraiment français, mais en tout cas, le fait d'avoir ces informations non partagées, non collaboratives, assez en silo, et puis l'incapacité finalement dans une structure non gouvernée d'avoir l'intelligence sur la donnée, l'intelligence sur le document pour arriver je dirais, à avoir des informations qui nous permettent d'assurer cette qualité sur le court ou sur le long terme selon ce qu'on a besoin de faire. Alors j'en viens justement aux solutions parce que l'idée c'est quand même d'apporter des solutions aujourd'hui, même si ça reste sur les 20 minutes pendant lesquelles je vais parler des solutions de premier niveau. D'abord effectivement la définition de cette gouvernance de l'information et ce qu'il faut mettre en place pour arriver à ces logiques-là. Ça va être l'organisation et la traçabilité des documents, faire en sorte que l'organisme soit en mesure de respecter cette législation. C'est vraiment le but de la gouvernance de l'information, autant réglementairement que structurellement auprès de sa structure, et notamment par le fait de sélectionner des solutions, qu'elles soient enfin surtout techniques pour le coup, avec des nouveaux outils ou des outils existants, mais qui permettent d'élaborer de véritables stratégies de classement, de conservation, de maintien d'intégrité de notre donnée au regard de ce qu'on a besoin, tout en rationalisant tout ça. Tout à l'heure, je parlais si je reviens à l'information que je disais juste avant, on parlait du fait qu'aujourd'hui, finalement, on gardait tout, parce que finalement, on ne sait jamais. Eh bien, ce garde-tout, effectivement, déjà en termes d'efficience, c'est quelque chose qui est très négatif, mais effectivement, en termes de gestion de coûts, de gestion de la data, c'est quelque chose qui est encore plus négatif. Et finalement, pour répondre à ça, eh bien, comment on fait? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser et c'est ça, moi, l'information que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que l'approche qu'on défend chez XDMAT, mais je pense qu'avec Nourdine, on aurait les mêmes avis autour de ça, c'est une approche finalement qui a double entrée, je dirais. C'est un petit peu la logique que vous voyez sur la droite, effectivement, avec d'un côté des orientations stratégiques et de l'autre côté des orientations SI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transformation digitale, alors j'aime pas vraiment ce terme-là, je vais plutôt parler de l'utilisation accrue du numérique et de la donnée numérique enfin de la donnée numérique forcément, mais de la donnée et du document numérique dans les structures. D'un côté, une volonté stratégique d'améliorer ces éléments-là, parce que on a de plus en plus besoin de nos outils informatiques qui sont de plus en plus divers, qui sont de plus en plus complexes. Donc il faut une vision qui vient du haut et qui permette de se dire, on augmente notre logique numérique, il faut aussi augmenter sa gouvernance. Et de notre côté, et là c'est plutôt, vous le voyez de bas en haut, des outils et des méthodes qui permettent de répondre à ces logiques de gouvernance de l'information. On va voir tout à l'heure avec Nourdine ces outils-là. Et finalement, en termes de méthodologie, nous, ce qu'on propose chez XDMAT, c'est finalement je dirais une migration finalement presque naturelle de nos théories de l'information, j'allais dire classiques, mais finalement qui sont issues plutôt des années 2000. Je pense notamment au records management, aux différentes normes, vous les voyez ici. Alors je sais que dans l'auditoire, on a des spécialistes de la gestion de l'information et puis d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, tout ce qui relève du records management, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre. Vous voyez des noms de normes ici, je vous laisserai éventuellement aller regarder de votre côté, mais notamment la suite des normes ISO 15489 et ISO 30300, 30300, sur ces éléments-là qui nous donnent finalement la méthodologie. On a posé le constat. Comment je fais pour répondre à ce constat et amener des solutions? Eh bien, c'est par l'application et le prolongement de ces théories sur l'information de notamment records management, donc management des documents d'activité ou management des données d'activité. Alors comment je fais? Parce que c'est un peu ça aussi. Je pense que vous êtes là pour ça aussi, puisque le constat posé, je pense qu'on le partage tous. Comment on fait? Eh bien, dans le cadre, nous, des activités qu'on est amené à mener sur ces éléments-là, on a finalement 3 étapes. Je laisserai la troisième, Noureddine tout à l'heure nous en parlait, avec la démonstration qu'il va nous faire notamment des outils. Mais en ce qui me concerne, il y a vraiment les 2 étapes de cadrage, de compréhension et de construction. Comment on fait? Eh bien, dans la prolongation de nos logiques de records management, l'analyse des process, métiers, documentaires, données, c'est la base de ce que doit constituer votre, je dirais, analyse de premier niveau. Comment savoir ce dont j'ai besoin si je ne sais pas comment je travaille, quels sont mes documents, quelles sont mes données, comment je qualifie mes données,
Où est-ce que j'ai les gisements de données les plus importants à conserver sur le long terme? Où est-ce que j'ai les gisements de données pour lesquels j'ai un risque informationnel ou juridique le plus fort? Donc effectivement, cette partie étude des processus, c'est pour nous, en tout cas, le moment le plus important et ce qui va nous permettre d'ailleurs de travailler sur les systèmes existants. Pourquoi? Parce que l'analyse des process métiers que vous allez faire, qui va vous permettre d'identifier les données et les documents que vous produisez et pour lesquels une certaine gouvernance de l'information est nécessaire, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà plein de choses qui sont faites parfois très bien, parfois un peu moins bien, mais en tout cas, vous vous basez sur cet existant pour construire votre avenir. Et c'est justement la deuxième étape de construction qui permet de définir les exigences et les objectifs que vous voulez atteindre et également la cible organisationnelle, technique et fonctionnelle sur lesquelles vous allez vouloir vous construire. Alors ça, c'est la théorie. Plus concrètement maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement? Dans cette première étape de cadrer et comprendre, la logique de la il est vraiment important de dérouler les processus métiers de manière linéaire pour bien comprendre les contenus que vous produisez et que vous recevez dans le cadre de votre activité. Et quand j'ai identifié et décrire ces types de contenus, c'est qu'il faut en établir la criticité, à la fois criticité en termes réglementaires mais aussi informationnels, pardon, établir les risques avec des méthodologies de risque qui sont bien établies sur la perte de documents, la corruption d'intégrité de ces documents, etc. Établir les délais de conservation, je reviens souvent à ça, mais vous vous imaginez bien que conserver un document de 3 ans ou 80 ans, eh bien, on ne va pas faire du tout appel à la même logique organisationnelle et aux mêmes outils. Donc sur cette partie construction, et finalement, vu qu'on passe aussi sur les systèmes existants, comme j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, quels sont les systèmes aujourd'hui dont j'ai la possession, qui permettent de gérer des documents, quelles sont les modalités de gestion de ces documents-là, de ces outils-là, pardon, les possibilités techniques de ces outils-là, pour faire en sorte justement que cette gouvernance, et il faut la penser aussi comme ça, la gouvernance de l'information, ça ne veut pas forcément dire la révolution, ça veut dire déjà être sur mes outils à moi, voir de quelle manière je peux les améliorer et voir quels sont les systèmes qui pourraient me permettre d'améliorer ce que je possède déjà. Et je passerai dans une minute la main à Noureddine qui va justement nous parler de ça. Mais en termes de construction, et pour finir, et je vous promets après, je vous embête plus, sur cette partie construction, euh, à la suite de l'identification de ces contenus, il faut construire ce qu'on veut faire demain. Effectivement, c'est en sachant qu'on a des documents critiques, en sachant qu'on court des risques et en sachant qu'on doit conserver telle information, telle donnée, tel document tant de temps qu'on va arriver à savoir ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, ça peut être un système d'archivage, ça peut être un référentiel commun, ça peut être un outil de recherche transverse, ça peut être peut-être une réorganisation avec des outils déjà que je possède, etc. Mais cette phrase de stratégie, finalement, elle est assez importante et elle permet de le mettre finalement au regard de logique d'évolution possible de votre côté avec des éléments, j'allais dire concréto-concrets, ça n'existe pas, mais très concrets sur quels sont les moyens que j'ai besoin, quels sont finalement les coûts qui vont être les miens, à quelle échéance je vais pouvoir mettre en place cette amélioration de mon information à l'intérieur de ma structure, et finalement comment je vais construire ma gouvernance de l'information de demain. Et justement, c'est là où je passe la main à mon collègue, puisque cette gouvernance de demain, je l'ai dit tout à l'heure, et Noureddine l'a très bien rappelé aussi, c'est que elle n'est pas uniquement liée à des méthodes, à des théories, elle est aussi parfois liée à des outils. Et justement, la société Everteam et Noureddine qui la représente, à qui je passe la main, va prolonger un peu la méthodologie que je viens de proposer pour montrer en termes outillés là où on peut aller pour amener la gouvernance de l'information. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je vais poursuivre cette présentation en mettant le focus finalement sur la deuxième étape qui est la mise en place des technologies. Donc ça c'est un élément clé. Euh, Pourquoi? Parce que euh, finalement c'est cet élément-là qui va permettre de mieux concrétiser la démarche qui aura été définie en amont. Bien évidemment, bien comprendre, euh, bien décrire, bien définir la stratégie est absolument fondamental parce que c'est cet élément-là ensuite qui permettra de prendre la bonne direction. Mais après, bien évidemment, se pose la question de la concrétisation de toute cette démarche et les outils proposés par les différents éditeurs du marché peuvent aider à avancer sur ce domaine. Il y a un vrai travail d'évangélisation, hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, pour expliquer finalement les inflexions
qu'il y a sur les offres traditionnelles de gestion de l'information, comprendre quelles en sont les évolutions et en quoi celles-ci apporteront un peu plus de valeur. Alors, en un mot, Everteam, c'est une société qui est dans le domaine de la gestion documentaire depuis très longtemps. Ça fait une trentaine d'années que l'entreprise existe. On a de très nombreux clients, beaucoup d'entreprises de grands groupes, 25% des entreprises du CAC 40 utilisent des technologies Everteam. Et 10% des entreprises françaises de moins de 5000 employés utilisent les outils Everteam. On s'est spécialisé dans tout ce qui est gestion de l'information, comme je l'ai dit, et on investit massivement actuellement dans le domaine de la gouvernance de l'information, qui reste dans le même domaine, mais je vais essayer de vous expliquer quelles en sont les particularités. Je ne reviendrai pas dessus, mais comme l'a expliqué Thibaut, Everteam, c'est une société qui est très investie sur tout ce qui est conformité, production normative et standardisation. On est présent dans plusieurs groupes AFNOR. Everteam a des collaborateurs qui sont très impliqués aussi au niveau ISO. Moi-même, je suis coordinateur d'un groupe de travail sur le thème de la gouvernance de l'information. L'offre de gouvernance, finalement, c'est une offre relativement traditionnelle avec comme particularité, finalement, de couvrir un spectre plus large que les outils classiques. Comme par le passé, les outils Everteam permettent de couvrir les problématiques de mise en place de silos documentaires pour gérer des documents à archiver sur le long terme, comme le proposent de nombreux éditeurs du marché, avec différentes spécificités en fonction de l'éditeur retenu, mais également d'aller plus loin en proposant des fonctions avancées de gestion du cycle de vie, jusqu'à remonter le courant, finalement, dans le même esprit que ce qu'espérait la norme ISO 15489, jusqu'à remonter le courant et permettre la gestion de l'information à la source, de la création, finalement, jusqu'à la destruction. Et donc, les outils Ever vont permettre de s'émanciper, finalement, du silo archive pour proposer des outils qui vont être capables de se connecter à tout type de silo informationnel pour essayer d'en appréhender les contenus et de maîtriser l'information à la source. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Le point qui est important, c'est que notre offre se compose de 3 grandes briques. Une brique qu'on appelle Everteam Archive, qui est le silo d'archivage et de conservation de l'information. Une brique qui s'appelle Everteam Policy, qui est la brique de conservation et de stockage, de définition de la politique de conservation des entreprises. Et puis la brique Discover, qui est la brique qui est utilisée finalement pour se connecter à toutes les sources et pour apporter un certain nombre de fonctions à valeur ajoutée. Si on devait le représenter de manière graphique, ça se présenterait de la manière suivante. Vous auriez finalement traditionnellement votre brique archive, et cette brique archive permettrait de stocker finalement et d'archiver l'information de votre entreprise. Vous pourriez définir votre politique de rétention, et cette politique de rétention serait utilisable par la brique archive, mais elle serait utilisable aussi sur des systèmes externes. Alors, toute application du système d'information pourrait interroger et peut interroger ce référentiel pour savoir, par exemple, sur un contrat, combien de temps il faudrait le conserver. Et la brique Discover, qui est une brique totalement innovante aujourd'hui sur le marché, qui permet, elle, en lien avec la brique archive, de se connecter à tout type de sources. Ça peut être des serveurs de fichiers, ça peut être de la messagerie, ça peut être des applications d'entreprise type ERP, CRM, ça peut être des outils type Office 365, pour permettre d'en appréhender les contenus et apporter tout un ensemble de fonctionnalités à valeur ajoutée. Mettons-nous en situation. Il était une fois une entreprise qui s'appelle Prodeco. Dans cette entreprise, il y a différentes équipes métiers. Les ressources humaines, le service légal, le service production, le service commercial. Chaque service utilise différents outils. On peut trouver des outils comme Exchange, SAP, les serveurs de messagerie, type Exchange, bien sûr, les serveurs de fichiers, des outils type Office 365, des outils de partage de documents. Alors, Office 365 a le vent en poupe aujourd'hui dans les grandes entreprises, et puis les outils complètement spécifiques. Dans cette entreprise, il y a une direction générale. Cette direction générale pilote l'entreprise, comme communément dans toutes les sociétés, et
intègre dans ses effectifs des professionnels de l'information. Donc ça peut être un archiviste, un records manager, un chief information officer. Il peut y avoir différents types de profils qui existent dans les entreprises relatifs et liés à la gestion de l'information. Dans cette structure, le professionnel de l'information, prenons un archiviste, va utiliser un système de gestion d'archives. C'est commun maintenant dans les sociétés et la plupart des entreprises publiques ou privées s'équipent de systèmes de gestion d'archives, de plus en plus et la plupart du temps mixtes, pour gérer à la fois les documents électroniques et les documents papier, gérés par un professionnel de l'information. Le management, le PDG, lui, a besoin finalement systématiquement d'avoir une visibilité sur l'activité de l'entreprise et peut être amené à avoir des informations sur l'activité opérationnelle de la société pour savoir si l'entreprise fonctionne finalement bien et peut être amené à interroger les professionnels de l'information pour avoir des indications sur le niveau de risque porté par l'entreprise au regard de l'information qu'elle conserve ou pour retrouver des documents qui seraient importants dans différents contextes, soit d'opportunités commerciales, soit de risques. Dans ce type de situation, le professionnel de l'information se trouve parfois un petit peu désemparé. Pourquoi? Parce que finalement, les informations auxquelles il a accès, c'est principalement les informations du système de gestion d'archives. Il a très difficilement accès finalement aux applications en production. Il ne peut pas véritablement aller dans les SharePoint des acteurs métiers où ça nécessite de disposer de tout un ensemble de droits difficiles à définir, d'aller en même temps parfois dans les disques réseaux partagés, de naviguer parfois dans le RP, enfin tout ça devient un petit peu compliqué. D'autre part, le professionnel de l'information se retrouve cantonné finalement à la gestion du système de gestion d'archives qui est sous sa responsabilité uniquement. Pour pouvoir évoluer et proposer une gestion plus saine de l'information, dans la plupart des cas, il est nécessaire de mettre en place un référentiel de conservation et ce référentiel de conservation est informatisé. Il quitte finalement le périmètre du fichier Excel qui est l'espace traditionnel dans lequel ces règles de conservation sont en général définies pour être finalement injecté dans un outil dédié qui va permettre d'administrer ce référentiel de manière professionnelle et de pouvoir l'appliquer sur les documents qui sont archivés. Idéalement, ce référentiel pourrait être appliqué sur tout type de document d'entreprise. Pourquoi pas sur un document Office, Exchange, SAP, sur un fichier qui est dans un disque réseau. Aujourd'hui, Thibault l'a dit à plusieurs reprises, la plupart des entreprises par le passé gardaient l'information au cas où. Ça, c'est quelque chose qui a complètement changé et qui aujourd'hui devient un nouveau cadre où l'entreprise doit garder l'information qu'elle doit conserver durant le temps qui lui est imposé. Ça signifie qu'elle doit détruire quand elle doit détruire et qu'elle doit impérativement conserver et sécuriser et ne pas perdre des documents qu'elle doit garder un certain temps. Donc elle se retrouve finalement cantonnée entre deux jalons, le droit à l'information et le droit à l'oubli, avec un cadre qui l'oblige finalement à beaucoup mieux comprendre l'information qu'elle gère. Les professionnels de l'information ont un rôle très important dans ce dispositif parce que c'est eux qui ont le savoir-faire pour gérer l'information dans le cadre d'un cycle de vie sain où le document est gardé le temps nécessaire, ni plus ni moins. Voilà. Donc, dans ce contexte, la technologie apparaît comme quelque chose d'important pour combler finalement un certain nombre de carences. Le premier point qui apparaît comme important pour le professionnel de l'information, c'est disposer de cette brique Discover. Pourquoi? Parce que cette brique Discover, elle, en lien avec la brique d'archive et avec la brique Policy, se connecte finalement à toutes les sources et permet de délivrer des tableaux de bord. Elle permet de donner une visibilité globale sur l'information gérée dans l'entreprise et finalement fait passer le professionnel de l'information d'un administrateur d'un système d'archivage à une personne qui peut gouverner finalement le capital informationnel. Elle peut donner au management de la société une visibilité sur les documents conservés dans Office 365, dans Exchange, dans les ERP, dans les disques réseaux partagés et en même temps dans son système d'archivage. Elle peut établir également une politique de conservation sur des objets stockés dans son système d'archivage, mais également sur des documents qui sont encore dans SharePoint ou encore dans Exchange ou encore dans les disques réseau. Elle peut déplacer beaucoup plus facilement et en totale indépendance des documents qui seraient cruciaux d'Office 365 dans la brique d'archivage. Donc on est dans quelque chose où l'information est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide, elle peut quitter des espaces applicatifs et être déplacée de manière égrenée dans les espaces d'archivage au regard de leur cycle de vie, du risque qu'il aurait inhérent ou de la valeur qu'elle porte. Donc le professionnel de l'information gagne en autonomie, valorise son activité
et joue un rôle beaucoup plus important dans la globalité de l'information, où il passe finalement de la gestion d'un silo d'archives au capital global informationnel de l'entreprise. C'est un point de déplacement dans la fonction qui est absolument important. Par ailleurs, ce type de dispositif porte des intérêts pour beaucoup d'autres acteurs au sein de la société. Ça permet par exemple à l'équipe informatique de beaucoup plus facilement assainir les applications en production. On peut délester les applications en production et donc générer du retour sur investissement. On peut aussi décommissionner des applications. Ça, c'est un besoin fréquent dans les grands groupes, c'est de supprimer des applications dont le contenu a de la valeur, mais dont l'application n'en a plus. Donc, dans ce cas-là, on peut supprimer l'application et via ce système basé sur la technologie Discover, on peut vider finalement une application qui contient des documents, voire que de la donnée, pour finalement archiver tout ça et continuer à y avoir accès en recherche et en consultation. Ça présente aussi un intérêt pour un DPO. Si vous avez un DPO qui gère la donnée personnelle au sens RGPD du terme, vous pouvez avoir une visibilité globale des données personnelles réparties dans votre organisation en un seul point. Ça permet également aux collaborateurs de l'entreprise de disposer d'un moteur de recherche transverse. Les collaborateurs, au lieu de rechercher l'information dans différents applicatifs, peuvent en un seul point disposer en quelque sorte d'un Google interne qui permet de retrouver tous les documents intéressants en une seule requête. Et donc finalement, on se retrouve dans un dispositif où les technologies de gouvernance de l'information, c'est ce triptyque entre à la fois l'espace de sécurisation et d'archives, tel que vous le connaissez traditionnellement, qui est mixte, papier ou électronique, la possibilité de définir une politique de rétention globale à l'échelle de l'entreprise et pas uniquement destinée au système d'archivage, et une brique euh, Discover, une brique d'analytics et de recherche qui permet de s'interfacer à tout type d'applicatifs, de les analyser et de proposer plusieurs cas d'usage qui répondent aux problématiques des acteurs clés de la société. En synthèse, ça va permettre aux professionnels de l'information de fluidifier le cycle de vie en récupérant de manière égrenée et simplement l'information qu'elle doit archiver et de gouverner le capital de informationnel de l'entreprise de manière globale. Ça va permettre au management de la société de beaucoup mieux gérer le risque et d'avoir une gouvernance responsable de l'information. On parle beaucoup d'écologie, de l'impact du numérique sur la manière de gérer sainement l'information. Gouverner l'information, déployer une stratégie de gouvernance de l'information au sein d'une société, c'est un critère absolument clé et central pour avoir une gouvernance beaucoup plus responsable de l'information. Un moteur de recherche rapide et moderne mis à disposition de tous les collaborateurs, c'est loin d'être anecdotique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs ont beaucoup de mal à retrouver l'information qui n'est pas perdue, mais juste à la retrouver à temps. Ça permet également de proposer un accès contextuel à l'information et de simplifier le dépôt. Des collaborateurs qui sont dans le RP ou qui sont dans Office 365 vont pouvoir accéder, dans certaines situations, à des documents archivés sans avoir besoin de quitter Office 365. Ils vont même pouvoir, et là c'est quelque chose d'extrêmement puissant, accéder à des documents par exemple de SAP ou des disques réseau partagés via Office 365. Par le biais du lien qui est opéré par la brique Discover, l'utilisateur en fait a des connecteurs, on a développé des connecteurs, ce qu'on appelle des bots, par exemple dans Office 365, qui permet directement dans Office 365 de retrouver un document que Discover connaît. Et comme Discover connaît toutes les applications auxquelles il est connecté, il permet d'avoir des accès parfaitement transverses à tout type de documents de manière contextuelle. La possibilité de faciliter la conformité à la réglementation. Donc le DPO, dès lors qu'il a une requête d'un ayant droit, va pouvoir en une seule requête retrouver tous les documents relatifs à la personne qui a émis une requête, une demande de restitution, une demande de droit à l'oubli, une requête, et on peut rechercher les documents dans tous les systèmes auxquels Discover est connecté. Et enfin, la partie informatique, je l'ai évoqué, pour assainir et décommissionner de manière rapide des applications. Il y a des enjeux de ROI dans certaines sociétés qui sont absolument colossaux en lien avec cet aspect. Décommissionner une application, c'est très coûteux et dans certaines situations, c'est nécessaire. Donc dès lors qu'on est capable de proposer une technologie qui est capable de le faire de manière efficace, c'est un gain qui est très important. On va dérouler dans les quelques minutes qui nous restent un passage dans l'application pour que vous puissiez voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Juste un dernier petit focus sur la partie archivage.
la brique d'archivage que je présente ici, hein, c'est une brique d'archivage qui est complète, exhaustive, qui sait gérer le papier, l'électronique, qui sait gérer les flux de documents, les flux de données, qui sait gérer l'archivage de très gros volumes. On a des clients qui archivent plusieurs millions de documents par jour et qui sait bien évidemment gérer l'archivage à valeur probatoire. Donc dans ce contexte-là, l'outil répond à toutes les exigences logicielles de la norme NFZ 42013. On est actuellement en train de faire une montée, une actualisation de notre logiciel en lien avec la version 2020 qui vient de sortir et de couvrir les principaux items, traçabilité, journalisation, archivage en Y, réversibilité, mécanisme de signature de tous les objets qui sont gérés. Donc les fichiers, les documents sont pris en charge par le système et dans le cycle de prise en charge, l'outil va délivrer toutes les fonctionnalités attendues et à l'état de l'art concernant tout ce qui est relatif à l'archivage à valeur probatoire. En termes de démonstration, comment se présente l'outil finalement? L'outil se présente de manière très simple. Alors, il y a plusieurs technologies. On n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui de dérouler tous les produits, mais on se tient bien évidemment suite à ce webinaire à votre disposition pour des démonstrations personnalisées. Mais si on fait un focus spécifiquement sur la brique Discover, hein, donc spécifiquement sur cette brique-là, qui est vraiment la brique qui apporte une forte innovation et qui est entre guillemets un peu la brique additionnelle d'un système d'archivage nouvelle génération, on va se retrouver dans un dispositif, dans un outil de cette nature, finalement, qui ressemblera très fortement à votre temps de recherche. Hein, un collaborateur pourra, voilà, il va se retrouver dans un écran de cette nature, et puis on va lui présenter les systèmes auxquels il est connecté. Donc là, dans cet exemple, on est connecté à un serveur Exchange, donc beaucoup de mails, et on est connecté à plusieurs disques réseau partagés. Alors ça ne vous parle pas, mais c'est des noms de disques réseau partagés d'entreprise. Dans chaque entreprise, il y a des noms un peu particuliers qui sont liés aux disques réseau partagés. Là, le collaborateur, en une requête, peut rechercher tous les documents relatifs à un disque réseau partagé. Il peut chercher par exemple tous les contrats, hein, alors, je peux chercher le terme contrat, et je peux chercher des contrats qui concernent une personne en particulier. Donc je peux chercher des contrats par langue, anglais ou français. Je peux les chercher en fonction de l'antériorité d'accès, ceux qui ont plus d'un an, moins d'un an, en fonction même de leur poids, en fonction du format, que les contrats en PDF. Je peux chercher des contrats qui seraient stockés dans un espace particulier, soit uniquement dans Exchange, soit dans un disque réseau partagé particulier. Je peux même déplier un disque pour voir un peu son contenu. Je peux même rechercher sur les noms, même si cette information n'a été renseignée par personne. L'outil est capable d'analyser de manière très détaillée l'information contenue dans les documents. Donc si je cherche par exemple sur les noms de personnes, je cherche spécifiquement une personne qui s'appelle Leroux. Il a trouvé un document il a trouvé 2 contrats qui contiennent le nom de Thomas Leroux. Donc je sélectionne Thomas Leroux. Il va me présenter les 2 contrats qui sont ici. Je vais pouvoir le sélectionner. Le système va me présenter le type de document. Il me dit que c'est un document de type contrat. Alors, je peux peut-être changer la langue pour le mettre en français. Voilà. Donc là, il me dit que c'est un document de type contrat. Voilà, contrat et convention lié à la France. Il me dit que c'est un document qui doit être détruit en 2090. Et c'est un document qui est dans un disque réseau partagé. Il n'est même pas encore dans le système d'archivage. Donc le document n'est même pas encore dans le système d'archivage et à sa place, là où il est, je commence déjà à le gouverner. Ce qui est totalement nouveau par rapport à la démarche habituelle de gérer l'information. Deuxième spécificité, j'ai la possibilité de pouvoir investiguer le contenu. Je peux bien évidemment aller visualiser le contrat. Donc je retrouve ce contrat, il est là. Voilà. Et je retrouve bien le nom de Thomas Leroux. Il est là. OK. Le point intéressant, c'est que voilà, on va se remettre en plein écran. Sur ce document, je peux aussi faire une investigation beaucoup plus poussée. Je peux analyser le texte en détail et demander au système, dire au système, je veux analyser ce texte et retrouve-moi le nom de Thomas Leroux dans ce texte. Ah, il était ici. Alors, tout à l'heure, je l'ai trouvé facilement quand j'ai visualisé le PDF. Mais dans certains cas, c'est difficile de retrouver des informations dans le document. Par exemple, il y a un numéro de téléphone. Il me dit que le numéro de téléphone était là, ici, sous l'adresse mail qui a été également identifiée. OK ?
Et donc, par ce biais-là, on comprend que c'est un outil qui peut avoir différents usages. Dans le cas, par exemple, du DPO, ça a une valeur absolument incommensurable. Le DPO, par exemple, ici, s'il a une requête de Thomas Leroux, il retrouve immédiatement les documents de Thomas Leroux. Si, par exemple, je cherche les documents de Thomas Leroux, mais sans m'intéresser spécifiquement au terme contrat, je me rends compte que je n'avais que deux documents de Thomas Leroux. Et c'était ces deux contrats. Voilà. Et qui se trouvent respectivement dans ces deux disques réseau partagés. Et si je déplie, je peux même savoir exactement où, dans un répertoire qui s'appelait PDF et qui était là. Okay, donc, par ce mécanisme-là, on peut aller à différents niveaux d'usage. Je peux être un simple collaborateur qui recherche un document. Je cherche le document qui contient le terme information. Je vais retrouver un document et puis je vais pouvoir les consulter. Là, c'est par exemple un email du serveur de messagerie. Je peux aller voir la conversation. Il n'y a eu qu'un seul mail d'échanger. Je peux revenir voir les métadonnées qui sont ici. Je peux revenir à la liste résultats et continuer ma recherche. J'aurais pu visualiser aussi le contenu d'email. Hein, parce que dans cet email, j'ai des pièces jointes. Si j'ai des pièces jointes, elles seraient présentées dessous. Pour l'instant, j'en ai pas. OK, donc, comme un utilisateur simple, j'aurais pu être comme un DPO. Et là, j'ai un tableau de bord conformité où, comme je l'ai montré tout à l'heure, je peux chercher les documents relatifs à une personne et les retrouver immédiatement. Je peux avoir une approche IT. Je dis, je veux supprimer les documents. Alors, j'ai des documents qui font... alors, je vais chercher dans tous mes documents. Voilà. J'ai des documents qui font... là, j'ai quelques documents, 36 qui font entre 1 et 10 mégas. Je sélectionne et j'ai ici tous les documents qui font entre plus d'un méga. Okay, voilà, j'ai des documents qui font 2 mégas. Je pourrais découvrir, par exemple, des fichiers qui font plusieurs gigas. Je peux trouver des fichiers anciens qui ont très peu été consultés. Je peux détecter les doublons. Je peux lui dire, dans tout ça, là, est-ce que tu m'as trouvé des doublons? Et immédiatement, instantanément, il analyse le système, il me dit, ce fichier-là, il a plein de doublons. Donc l'icône vert indique le fichier qui serait probablement à conserver et en dessous, toutes les copies. Donc je pourrais supprimer ces copies. Donc il va m'aider à assainir très rapidement. Donc en fonction de l'utilisateur connecté, on va proposer des fonctionnalités adaptées aux besoins et aux usages pour pouvoir répondre à leurs attentes. Une recherche simple pour un utilisateur, une gouvernance de l'information pour un archiviste, la détection des données personnelles pour un DPO, l'assainissement du système pour un responsable informatique. Donc tout ça de manière extrêmement performante. Quand je suis par exemple ici un archiviste, je retrouve, par exemple, je recherche encore mes termes contrats. OK. Je retrouve, ah oui, excusez-moi, je reviens ici sur ma recherche, terme contrat, je reviens sur la liste. Voilà. Je retrouve ici mes documents, voilà, et je cherche un document, je recherche un document de Monsieur Leroux, comme tout à l'heure. Ok, je cherche les deux contrats de Monsieur Leroux, ils sont là. Si j'en prends un des deux, je vois que ce document il a été associé à contrat et convention. Alors comment tout ça a été opéré? En fait, et la durée de conservation a été appliquée. En fait, il y a plusieurs manières de faire. Soit en tant qu'archiviste, vous avez la possibilité sur les documents externes de pouvoir appliquer vous-même des actions, comme par exemple dire je veux gouverner ce document et donc lui appliquer un type de document. Ce type de document est directement en lien avec la brique policy. Ça a déjà été fait. Donc on a indiqué le type de document, on a indiqué la juridiction, on a indiqué la date à partir de laquelle la durée de conservation doit être calculée. On a défini le type de contenu, on a dit que c'était un document RH de type salarié, et des métadonnées additionnelles nous ont été proposées, qui sont propres à ce type de document. Donc j'ai pu les renseigner et les valider. Je peux faire ça pour un document, je peux faire ça en masse pour plusieurs documents. J'aurais pu sélectionner les deux et cliquer sur une action pour les gouverner. Ou j'aurais pu aussi le faire par des règles automatiques. J'aurais pu dire au système, je veux que tu m'appliques une catégorisation, un classement automatique. Et dans ce cas-là, le système est capable d'appliquer ce qu'on appelle une classification par apprentissage automatique ou une classification par règle. Dans ce cas-là, si j'applique une classification par règle, je vais créer une nouvelle règle de toute pièce et dire que tous les documents de type contrat qui contiennent le terme Leroux sont des contrats de type RH
qui doivent contenir les métadonnées suivantes. Et donc le système va analyser toutes les sources auxquelles je suis connecté. Donc dans mon cas ici, toutes les sources Exchange, ERP, disque réseau, applications customisées, Office 365, voire même l'application archive, pour renseigner et typer les documents en automatique et leur appliquer les informations nécessaires automatiquement. Donc ça, c'est aussi une démarche totalement innovante et très moderne de la gestion des archives, où on évite aux collaborateurs, autant que faire se peut, de devoir opérer manuellement les étapes de saisie. J'en resterai là sur la partie démonstration. Hein, le but, c'était vraiment de vous faire toucher du doigt et découvrir quelques aspects de l'offre Everteam. Il y aurait beaucoup encore à en dire et adapter, ou en tout cas à discuter en fonction des contextes de chacun. On vous remercie avec Thibaut et on se tient à votre disposition parce qu'on voulait garder un petit peu de temps sur la fin. Là, il nous reste à peu près 5 minutes pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Merci à tous. Merci. Alors effectivement, on a déjà eu des questions, à commencer par Madame Talamona qui demande si les doublons sont calculés en fonction de l'empreinte du document ou seulement en fonction du nommage. Non, les doublons sont calculés en fonction de plusieurs critères. En fait, on a le choix quand on choisit la détection des doublons. C'est absolument pas à partir du nommage, c'est soit à partir du contenu du document. Donc c'est ce qu'on appelle une signature, une empreinte cryptographique qui est faite sur le contenu du document texte et comparée avec les autres textes. Par exemple, les propriétés du fichier peuvent être différentes, le nom du fichier peut être différent, et il va détecter que c'est des doublons. Vous pouvez aussi faire une détection de doublons sur l'ensemble des éléments, c'est-à-dire le nom, les propriétés et le texte. Donc là, c'est vraiment les doublons absolument exacts. On a aussi une fonctionnalité de ce qu'on appelle des doublons proches. Vous pouvez dire, on veut comparer le texte et les documents qui auront, par exemple, vous indiquez un paramètre, vous dites 90%. Les documents qui seront proches à 90% seront détectés comme des doublons. Ça, c'est intéressant si vous voulez, par exemple, détecter des documents qui ont eu plusieurs versions, qui sont peut-être localisés à différents endroits et dont les documents ont très peu évolué. Là, ça permettra de détecter ce type de doublons. Mais oui, c'est pas de détection de doublons juste basé sur le nom du fichier. C'est vraiment basé sur le contenu du fichier. Merci, on va attendre encore quelques minutes si toutefois d'autres personnes ont encore des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. En complément peut-être sur ce que vient de dire Noureddine, effectivement, si on met en perspective à la fois la présentation de Noureddine et la mienne, effectivement, il y a je dirais une cohérence sur les phases de stratégie et de mise en œuvre. Vous voyez comment les outils d'Ever peuvent servir à la fois à la stratégie initiale pour identifier les sources de données et également pour la mise en œuvre après, une fois qu'on a établi la stratégie, pour passer à l'échelle d'une certaine manière. On a une autre question pour ce qui est de la gestion des langues. Oui. Je pense qu'il s'agit par rapport à Discover, comment l'outil gère les différentes langues. Alors l'outil en fait intègre un algorithme qui, lors de l'analyse des documents, détecte automatiquement la langue. C'est une information qui n'est absolument pas renseignée par un collaborateur. Hein. Il y a des algorithmes aujourd'hui qui sont très performants et qui sont capables, en se basant sur la structuration du texte, d'automatiquement détecter les langues. Donc les résultats sont très probants. Hein. Donc il prend le texte, il l'analyse et très vite il détecte la langue. Le cas qu'on peut rencontrer, c'est quand un document est multilingue. Quand un document est multilingue, alors dans ce cas-là, il va mettre un indicateur générique. Dans notre produit, il doit mettre un XX pour dire que c'est un document indifférencié. Soit ça signifie que le document mixe vraiment différentes langues, ce qui peut parfois arriver, soit ça signifie que c'est un document qui est dans un langage technique, un document comment dirais-je, informatique qui ne relève d'aucune langue. Dans ce cas-là, il mettra un indicateur qui permettra de savoir que c'est un fichier indifférencié. Mais sinon, quand le document est dans une seule langue, la détection se fait en automatique et elle se fait de manière très efficace.
Est-ce que l'application moissonne automatiquement les serveurs et les autres applications ou la manipulation doit être humaine? Non, non, elle le fait de manière parfaitement automatique. Hein, dans l'application, il y a un mécanisme, qui permet d'automatiquement se connecter à une source. Euh, Quand on va ici dans la partie rubrique connexion aux sources de données, on a ici les différentes sources que j'ai utilisées dans ma démonstration, donc des sources SMB, donc des systèmes de fichiers. Ici, un serveur de messagerie. Toutes les indexations sont en cours et démarrées, et je pourrais en rajouter une autre. Si j'en rajoute une autre, il va me proposer les différents connecteurs que j'ai acquis, parce que les connecteurs sont vendus connecteur par connecteur dans notre offre. Donc là, dans cette version, j'ai des connecteurs disque file system, un connecteur Exchange, un connecteur SharePoint. Et quand je veux me connecter à une source, j'indique les paramètres de connexion à cette source, j'indique les actions que j'autorise dans cette source, j'enregistre et automatiquement ensuite le système va déclencher l'indexation et on va voir apparaître dans cette partie-là, je vais enlever les filtres, on va voir apparaître une cinquième source ici qui sera la source SharePoint avec les documents qui auront été analysés. Le système va le faire de manière très performante, très rapide. Il va opérer une indexation à 3 niveaux. Il va d'une part indexer les métadonnées, le nom des objets. Ça va très très vite. Ensuite, il va indexer le contenu des fichiers. Et enfin, il va essayer de détecter dans les fichiers des informations comme les données personnelles, par exemple, ou toute autre donnée qui serait intéressante pour nos clients. Voilà. Mais tout se fait en automatique. Ensuite, comment Discover gère les délais de conservation quand le document évolue, comme par exemple un dossier médical? Alors, il y a deux manières de procéder. Soit le document est toujours dans l'application métier, soit il est chez nous, dans la partie archive. Mais dans les deux cas, en fonction des événements qui vont survenir sur le document, dès lors que la date de démarrage ou dès lors que la date de destruction auront été mis à jour, bon, déjà on va tracer cette action et on va être capable de prendre en compte les événements qui vont survenir. Prenons un exemple, vous avez un dossier médical qui arrive, qui est à conserver, désolé, je ne suis pas expert spécifiquement de ce domaine, mais disons 20 ans après la dernière entrée du malade à l'hôpital. Donc vous arrivez à 18 ans de conservation, puis le malade revient. Dans ce cas-là, la date d'entrée du malade à l'hôpital change, elle est actualisée pour avoir une nouvelle date, la date du jour, hein, et automatiquement la date d'élimination, elle va être aussi recalculée et mise à jour. Les anciennes dates, elles seront tracées et stockées dans le système, et l'outil va être capable de gérer les mises à jour des dates d'élimination prévues. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Je n'ai pas de questions sur la méthode. Je doute que j'ai été 100% clair. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de questions sur cette partie peut-être? Y a-t-il des outils de signature électronique? Alors, il y a, juste pour être tout à fait, je Intégrés? pense que ça relève, ah oui, d'intégrer, voilà. Donc ça relève bien de la partie outils. Alors, il y a des mécaniques, il y a une PKI qui est intégrée, c'est-à-dire il y a vraiment un mécanisme de signature qui est intégré dans l'outil, mais qui est destiné à gérer la garantie d'intégrité. Donc tout ce qui est relatif à la signature des traces, la signature des fichiers, la signature des journaux, pour garantir l'intégrité des éléments stockés dans notre système. Tout ça est bien intégré dans nos produits. S'il s'agit de permettre à un utilisateur de faire une signature avec un prestataire de signature de confiance qualifié au sens AIDAS du terme, là on est bien évidemment obligé de faire appel à un service de signature de confiance. Donc nous, on s'interface à ce type de service. Il y a des services avec lesquels on s'est déjà interfacé, comme DocuSign ou les outils proposés par une société qui s'appelle BeWise, qui permettent, à partir de nos outils, qu'un collaborateur, lors d'un workflow, dise je veux signer ce document parce que je veux l'approuver par le biais d'une signature. Dans ce cas-là, le service de signature est appelé à la volée, le document est signé. La plupart du temps, c'est une signature qui encapsule, qui est encapsulée dans le fichier signé, qui est ensuite stocké et archivé dans nos outils.
lors de l'archivage de ce fichier signé dans nos outils, on va nous-mêmes, le système d'archivage va lui-même appliquer une signature pour garantir l'intégrité. Il y aura ce mécanisme-là qui s'opérera de manière transparente. Donc, est-ce qu'on a des mécanismes de signature? Oui, pour la partie signature garantie d'intégrité, et non, ou en tout cas pas directement, quand il s'agit de faire une signature, on va dire métier, au sens AIDAS du terme. Dans ce cas-là, on s'interface avec un prestataire de service de confiance qualifié. Est-ce que la fréquence de mise à jour pour l'indexation est paramétrable? Tout à fait. Tout à fait. La fréquence de mise à jour est paramétrable. Également, la profondeur de l'indexation est paramétrable. C'est-à-dire que on peut déterminer pour une source, imaginons je prends SharePoint ici, on peut déterminer, voilà, on a un planificateur qui va déterminer la fréquence de l'indexation, et on peut déterminer le niveau d'indexation. On peut dire je veux une indexation très légère, moi, je veux juste une indexation des propriétés et des noms des objets. Je n'ai pas besoin de faire du RGPD ou d'analyser le contenu textuel. Donc je vais faire une première indexation légère. Et donc en fonction des besoins, on va ajuster le moteur pour que les ressources utilisées par l'outil soient adaptées à l'usage. Et je pense que c'est à peu près tout pour les questions. Dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à reprendre contact, que ce soit avec XDMAT ou avec Everteam, on pourra répondre en commun ou chacun de nos côtés aux questions qui seront posées, bien évidemment. On a encore quelques questions qui viennent de tomber. Comment sont gérés les droits dans Discover pour l'accès aux différentes sources de données? Alors, les droits des sources sont repris, c'est toute la complexité des connecteurs, c'est-à-dire que le connecteur, les différents connecteurs, que ce soit disque réseau partagé, que ce soit SharePoint, en fait, reprend exactement la mécanique de droit de la source. C'est-à-dire qu'un document qui n'est pas visible d'un collaborateur depuis SharePoint, il n'est pas visible aussi depuis Discover. Donc on ne fait jamais ingérence à la mécanique de sécurité de la source. Dans certaines situations, ça nécessite effectivement une configuration adaptée au contexte, parce qu'il y a des cas où certains clients ont fait des customisations particulières au niveau de la gestion des droits, plusieurs annuaires, une gestion entre guillemets, j'allais dire exotique, enfin pas traditionnelle de l'usage des droits ou de la sécurité. Dans ce cas-là, on a des possibilités de configuration pour adapter tout ça, mais on s'aligne sur la gestion de sécurité de chaque source. Okay. Dès lors qu'un document ensuite est déplacé dans notre système d'archivage, ensuite, quelque part, les droits sont recalculés, ils sont redéfinis au regard du fonctionnement du système d'archivage. Mais c'est ce qui se passe habituellement sur tous les systèmes d'archivage. Quand vous récupérez, je sais pas moi, des documents d'une GED et que vous les envoyez dans votre SAE, c'est plus les droits de la GED qui s'appliquent, c'est les droits du SAE. Donc ça va fonctionner de la même manière. Donc quand on recherche ici, quand je fais ma recherche en fait du terme contrat, les listes des contrats que j'ai là dépendent des droits que j'avais sur Exchange, des droits que j'avais sur ces disques réseau, et si j'avais un système Ever d'archivage, des droits que j'avais dans le système d'archivage. Il n'y a pas une gestion de droits homogène sur toutes les sources externes. C'est vraiment la prise en compte de la mécanique de gestion de droits source par source. Et c'est d'ailleurs toute la complexité de ce type de fonctionnement. C'est toute la valeur des modules et de la technologie que propose Everteam dans ce type de contexte. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des indicateurs de performance? Les indicateurs de performance, après, l'important, il y a plusieurs types d'indicateurs qui peuvent être définis dans le produit. Après, il faut déterminer ce que ça signifie, indicateur de performance, c'est-à-dire, est-ce que c'est la rapidité des recherches? Dans ce cas-là, oui, on a un certain nombre d'indicateurs qui existent dans le produit sur les requêtes qui sont exécutées par les collaborateurs. On a l'indication ici, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé 475 documents, ça a mis 374 millisecondes. Donc si c'est ce type d'indicateur, c'est des informations qu'on agrège, qu'on consolide, sur lesquelles on peut établir des statistiques. On a aussi des indicateurs de performance opérationnelle qui peuvent être basés sur analyse de traces. On nous a demandé parfois d'utiliser notre produit pour, dans un workflow,
déterminer l'efficacité de traitement des documents dans le workflow. Parce que l'outil est capable d'analyser les traces, de te proposer des tableaux de bord et donc de donner des indications, des KPI sur la performance du traitement dans un workflow. On peut aussi déterminer des tableaux de performance sur la gouvernance de l'information. Ici, on a toutes les dates prévues d'élimination sur tous les documents qui sont gérés. Alors, j'ai pas activé le module, donc il est vide, hein. Il y a juste un document que j'ai défini, c'est celui de tout à l'heure, où j'ai défini une durée de conservation de destruction en 2090. Mais là, j'ai de la visibilité sur les documents, j'aurai un graphique qui me donnerait la visibilité des documents. Je peux avoir un graphique un peu global comme ça. Je peux le mettre sur 2 colonnes. Voilà. Je pourrais avoir ici un graphique qui me donne finalement les documents que je peux détruire en 2010, en 2012, 2014, 2016, donc une projection de ce que je peux détruire en m'indiquant les types de documents concernés, voilà, la famille documentaire, le type de document, les endroits où ça se trouve. Par exemple ici, si je choisis, j'ai fait ça pour un seul document, donc c'est 2090, c'est un document de type contrat. Si je sélectionne ce type de document, il va me dire exactement où il se trouve. C'est un document qui se trouve dans ce disque réseau. C'est un document qui est classé dans tel endroit du plan de classement, qui est à détruire après 2028, et c'est un document qui est bien gouverné. Donc j'ai un tableau de bord sur l'efficacité de la performance de la gouvernance de mon capital informationnel. Un tableau global dans lequel je peux naviguer et à tout moment rebondir après pour voir la liste, hein. C'est-à-dire qu'après, je peux voir exactement, là, comme il y a un seul objet, il est là, c'est ce fichier. Voilà. Le moteur d'indexation full text permet-il de détecter automatiquement sur un contenu qui relève du RGPD? Tout à fait, c'est ce que j'ai montré juste avant. Mais quand je vais dans l'onglet conformité ici, le système me dit, dans les documents que j'ai analysés, alors je vais enlever le terme contrat ici, je vais chercher sur tout, il me dit, sur tous les documents que j'ai analysés, il y en a 2500 qui contiennent de la donnée personnelle et 620 qui n'en contiennent pas. Je vais choisir ceux qui en contiennent uniquement, donc là il filtre. Là maintenant je n'ai que des documents qui contiennent de la donnée personnelle. Et dans ceux qui en contiennent, il me donne la répartition des données. Donc il me dit, il y en a quand même quelques-uns qui contiennent des IBAN, des numéros de téléphone, quelques-uns des noms de personnes, des emails, des noms d'organisations, etc. Si je cherche le numéro de téléphone, je clique. Là, j'ai que les documents qui contiennent des numéros de téléphone. Ceux qui contiennent des numéros de téléphone, certains contiennent des noms de personnes ou des emails. Je peux ensuite cliquer sur un document et je peux analyser le contenu et aller voir ce qu'il a trouvé. Il a trouvé ce numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone qui est là. Voilà. Ici. Et après, si ça c'est pas suffisant, je peux aller voir un aperçu pour voir où il a bien pu trouver ce numéro de téléphone. Il est bien là. Voilà. Donc très vite, je peux cibler, avoir un tableau de bord RGPD, cibler, retrouver les documents de manière quasi immédiate. Ça peut être dans un document PDF, ça peut être même dans des métadonnées, hein. Ça peut être même dans des pièces jointes. Ça peut être une pièce jointe d'un email. Ça peut être le contenu d'un zip. Donc ça recherche vraiment partout. Et dernière question, Discover se substitue à l'interface de recherche d'un SAE? Tout à fait. Ça, c'est une question, hein. Est-ce que Discover se substitue à l'interface de recherche d'un SAE? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'exemple qu'on voit ici, hein. Dans ce schéma que vous avez ici à l'écran, on a le SAE ici, et Discover se substitue. Et Discover peut même se substituer à un SAE qui n'est pas un SAE Ever. Donc vous pourriez avoir n'importe quel type de SAE, vous pourriez mettre Discover, qui proposerait un écran de recherche moderne, qui prendrait en charge le contenu du SAE sous-jacent, et d'autres sources qui seraient pertinentes pour les clients. C'est pour ça qu'on présente bien les briques de manière indépendante. Elles peuvent être commercialisées indépendantes, ou elles peuvent être proposées de manière solidaire comme un tout. Et c'est pour ça qu'on parle d'une offre gouvernance de l'information, parce que c'est vraiment ce triptyque aujourd'hui technologique qui apparaît comme l'avenir finalement des systèmes d'archivage sur le marché. Plus d'autres questions? Très bien. Je réitère ma tristesse, je n'ai eu aucune question pour plus spécifiquement méthode. C'était Pour une très prochaine clair, fois. Thibaut. Oui, oui, oui. On n'est jamais très clair. C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, on peut peut-être conclure, Nicolas. Tout à fait, je pense qu'on peut conclure. Ouais. Bah, écoutez, on vous remercie avec Thibaut d'avoir participé à ce webinaire. Comme Thibaut l'a indiqué, comme je vous l'indique également, on se tient à votre disposition si vous avez, Tout si à vous avez fait. des questions complémentaires, qu'elles soient sur la partie méthode ou qu'elles soient sur la partie technologie. Outils. Voilà, tout à fait. Et on vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci Nordine. Merci Thibaut.